on a exactement le même objectif. C'est la réduction de produits phyto lorsque ce n'est pas nécessaire. Et c'est l'objectif aujourd'hui du consommateur également. Bien, bonjour à tous. On va attaquer notre table d'hôte à grille de main avec la FNA, la Fédération du négoce agricole, dont nous avons deux représentants qui prendront la parole tout à l'heure. Et le chef du jour, c'est Émilien Rouable. Donc, alors, je ne vais pas refaire toute sa bio, mais qui est dans la gastronomie française et avec de la modernité et de la créativité. Bon, il a fréquenté les bonnes maisons. Maxim's, le Fouquet's, l'Orangerie, et aujourd'hui il est à l'hôtel Saint James Albany depuis mai 2019, c'est bien ça, Émilien? Alors, l'hôtel Saint James Albany a fermé, ils sont en train de le refaire, donc là je suis en train d'ouvrir mon restaurant à Villecrène, donc je suis dans toute, la partie qu'on adore administrative. Merci, voilà. Je crois que tu as lancé les mets. Ouais, bah alors là on va commencer à dresser, alors on va avoir du panerotti, polenta et de l'agneau, l'agneau de Vendée. Voilà, on a mis cette table d'hôte sous deux signes, le pain, l'aliment de base, et en ce moment, on ne peut qu'avoir une pensée pour tous les gens qui dépendent des approvisionnements de la mer Noire, directement ou indirectement. Et on avait prévu le pain avant, mais ça prend d'autant plus de sens. Et on va vous parler du pain de la fourche à la fourchette, et plutôt on va partir de la fourchette à la fourche. Et on verra ensuite le vin. Antoine Pissier, président de la FNA, parlera du pain, et Bernard Perret, qui est négociant dans le sud-est, nous parlera du vin. Et il accompagne les viticulteurs et il est aussi viticulteur. Émilien, juste pour démarrer, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est du bon pain? Alors déjà, c'est un pain déjà qui a du goût. Pour moi, le bon pain, c'est un pain qui s'adapte aussi à sa cible. C'est-à-dire que faire une baguette pas chère, c'est bien, mais il faut qu'elle ait du goût. Et puis, c'est aussi des blés de qualité. Alors là, si on part dans l'exceptionnel, avec des blés... voilà. En fait, pour moi, un bon pain, c'est un pain différent. C'est-à-dire qu'il y a un pain qui va s'adapter. Un pain pour toutes les occasions ? Voilà, un pain qui va s'adapter à la cuisine du moment, au goût du moment, à l'envie du moment. Voilà. Si je veux manger un jambon beurre, je veux un pain blanc, par exemple, avec une bonne baguette. Mais si je veux un morceau de foie gras, je veux un pain qui a un peu de plus de couleur, un peu de levain. Et puis voilà, enfin, c'est un pain, c'est vivant, non ? Et je crois que tu es aussi très attaché à l'éthique. Oui, bien sûr. Il y a aussi une démarche écologique, responsable, ne serait-ce que pour les producteurs. Voilà, j'ai pas envie d'avoir des personnes qui vont utiliser des pesticides à outrance, qui vont se... j'ai pas envie d'avoir des productions forcément énormes comme... alors je peux pas parler en tonnes parce que je me rends pas compte du poids de la production, mais voilà, je veux que ça soit une production qui permette d'être vendue à bon prix, de qualité, et que la personne derrière qui la vende puisse vivre. Voilà. Très bien, merci Émilien. Donc, alors, on ne va pas parler de la meunerie, puisque pour du pain, il faut de la farine. Par contre, il faut du grain. Donc Antoine, vous êtes au contact des agriculteurs et votre premier métier de négociant, c'est de commercialiser le grain. Alors dites-nous, qu'est-ce que représente votre métier pour qu'on ait du bon pain? Donc s'il faut du bon pain, il faut de la bonne farine et du bon grain pour arriver à de la bonne farine. Et déjà, bonjour à tous. Alors les entreprises que nous représentons aujourd'hui sont les entreprises de négoce de céréales. Un maillon qui est souvent oublié dans la filière céréalière. Quand on parle de la fourche à la fourchette, on parle de l'agriculteur, du transformateur et du consommateur. Et on oublie un maillon qui s'appelle le commerce, qui est en fait la première commercialisation. Alors nous, on ne produit pas le blé, mais on aide les agriculteurs, on accompagne les agriculteurs à le produire. Et surtout, on assure la collecte, le stockage et la commercialisation. Alors nos entreprises, très rapidement, sont des entreprises familiales dans tous les territoires locaux de la France, avec une moyenne de 30-40 salariés. Alors nos deux métiers, le premier qui est collecte des céréales, c'est une relation directe avec l'agriculteur et en fait on va associer la demande des consommateurs par l'intermédiaire des cahiers des charges des industriels que l'on va traduire en cahier des charges pour les agriculteurs de façon à produire le blé qui correspond à tel besoin. Il n'y a pas un blé, il n'y a pas une farine, il n'y a pas un pain, il y a une qualité pour une destination donnée. Et là, c'est tout le rôle que l'on a
de pouvoir justement traduire ces attentes des consommateurs, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau des modes de production, que ce soit au niveau de la conservation, de façon à ce que ça corresponde à ce que les consommateurs attendent. Une étape importante qui est souvent méconnue parce que les négociants sont méconnus. Je crois que vous mettez en marché 1 tonne sur 3 en France et c'est rare de prendre la parole, donc on est ravis de l'entendre. Et parlez-nous un peu du travail du grain pour livrer un grain qui ait les meilleures qualités possibles au meunier pour avoir ce pain. Qu'est-ce que représente ce travail du grain que peu de gens connaissent ? Alors, en tant que premier metteur en marché, on a la responsabilité de cette mise en marché d'un point de vue respect de la réglementation européenne. On va parler de la teneur en contaminants, on va parler des contaminations croisées. Alors les contaminants, ça peut être des contaminations croisées avec d'autres produits, ça peut être des résidus de pesticides comme on peut entendre, ça peut être d'autres sujets. Et en fait, notre rôle derrière, c'est de mettre aux normes, encore une fois, le blé qui est produit, si on parle du blé, par rapport à un cahier des charges spécifique. Ça veut dire des choix de variété, ça veut dire du travail du grain, ça veut dire de la mise aux normes, ça veut dire du tri, ça veut dire du stockage, ça veut dire de l'alimentation tout au long de l'année et pas simplement au mois de juillet quand il y a la moisson, parce qu'on mange du pain tous les jours de l'année. Et il faut aussi attendre que le blé de l'année suivante soit opérationnel pour être travaillé. Donc il faut aussi avoir des marchandises qu'on appelle en report d'une année sur l'autre. Donc tout ça, c'est un travail de fond qui nécessite de grosses installations. C'est les grands silos que vous voyez dans les campagnes, dans lesquels sont stockées les céréales. Elles sont conservées avec des normes bien précises de façon à assurer la qualité tout au long de l'année. Alors, je crois que le grain stocké, il me semble avoir vu ça, ou la farine dans le tiroir de la cuisine. Il y a parfois des petites bêtes qui se développent. Donc parlez-nous aussi un peu du stockage. Et je crois que vous avez eu un congrès sur le stockage sans insecticides l'automne dernier. Alors effectivement, le stockage des céréales, c'est tout un art, parce qu'il ne suffit pas de dire je mets du blé dans une cellule et puis je le laisse tranquille et puis je m'en servirai quand le meunier en aura besoin. Il y a une obligation de contrôler la température du grain tout au long de l'année pour voir si le grain il est bien conservé à une température qui est basse. Et le fait d'avoir une température basse va permettre d'éviter le développement des insectes. Donc on a une connaissance qui s'améliore tous les ans sur le développement des insectes. Il y a un gros travail qui est fait avec Arvalis, notamment sur le sujet. Et l'objectif derrière, c'est de vivre avec son temps. Et il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, on utilisait beaucoup d'insecticides de stockage pour se prémunir des problématiques d'insectes. Et aujourd'hui, il y a un gros travail qui est fait par les opérateurs du travail du grain, donc les négociants, sur le tri d'un côté et ensuite sur la connaissance du stockage et de la ventilation. Et on va même jusqu'à après travailler sur de la ventilation réfrigérée pour baisser très rapidement la conservation des grains ou pour travailler sur des méthodes alternatives en utilisant des petites bêtes qui vont aller manger les larves des charançons et des sylvains quand il peut y en avoir. Et là, c'est des investissements importants ou Alors là, c'est des investissements qui sont très très importants. D'une manière générale, l'investissement dans le stockage d'un grain, c'est de l'ordre de 400 € de la tonne. Et si je le ramène à une marge brute, je ne parle pas de marge nette, je parle bien de marge brute moyenne dans nos métiers où on est entre 10 et 12 € de la tonne, on se rend compte que là, le retour sur investissement, il est absolument colossal. Cela dit, si on n'a pas de silo, on ne peut pas faire notre métier. Donc ces investissements sont lourds, on ne peut pas les délocaliser et on voit encore une fois aujourd'hui, malheureusement avec le contexte actuel, l'importance d'avoir des grosses installations de stockage de façon à pouvoir conserver proprement, sainement et sur la durée les céréales qui sont produites en France. Et je crois que vous attendez un plan silo là-dessus. Hein. Et on attend justement du gouvernement un véritable plan de soutien aux investissements dans notre filière parce qu'encore une fois, le stockage, c'est crucial et c'est primordial. Et les installations sont parfois très vieilles et il est toujours nécessaire d'aller avec son temps et d'investir. Mais quand les investissements sont à ces niveaux de coûts, il est indispensable que l'État soit avec nous pour nous soutenir. Bien, à moins qu'il y ait des questions sur cette partie de travail du grain, peut-être tout ce qui est avant le silo, quand le grain est en production, quel est le rôle, quel est votre rôle ? Bien sûr, c'est les agriculteurs qui font pousser le grain, le blé, mais quel est votre rôle sur cette étape ?
Alors on a l'immense privilège d'être à la fois client et fournisseur de l'agriculteur. Ça c'est un bonheur sans nom parce qu'on va à la fois lui acheter ses productions ou lui proposer des contrats s'il a envie de nous vendre à nous. Et de l'autre côté, on va être son fournisseur sur tous les intrants qui sont nécessaires à la production. Je pense que tout le monde peut manger si vous lancez le... Bon appétit à tous, moi je mangerai après. Donc on fournit tous les intrants qui sont nécessaires à la production. Quand je parlais tout à l'heure de traduction des cahiers des charges des industriels, c'est que là on va travailler sur les sélections de semences, sur une culture ou une autre, sur une rotation, parce qu'il ne s'agit pas simplement de se positionner sur le blé, mais il faut aussi réfléchir sur ce qu'il va y avoir sur les cultures d'après. C'est tout ce qui concerne après la nutrition des plantes, c'est tout ce qui concerne la santé des plantes. Alors on a parlé de pesticides tout à l'heure, mais il n'y a pas que des pesticides, il y a tout ce qui concerne les méthodes alternatives, et Bernard Perret pourra aussi en parler tout à l'heure. Il y a tout ce qui concerne aussi l'accompagnement sur ce qu'on appelle les OAD, les outils d'aide à la décision, de façon à aider encore une fois l'agriculteur dans son choix d'intervenir ou pas, de prévenir et de prévoir telle ou telle intervention. Et après, il y a tout l'accompagnement sur la récolte et après sur le stockage du grain. C'est vraiment un travail de fond avec une approche qui est très globale, puisque, encore une fois, il faut qu'on puisse avoir une vision totale de la production pour pouvoir garantir après à notre client industriel et donc au consommateur que ce qu'il achète, ça correspond à ce qu'il attendait. Très bien. Et en amont, cette fois, comme vous êtes fournisseur des agriculteurs, vous l'avez dit, de semences et autres, quel est ce travail et quelle particularité à ce travail, là aussi, qui est parfois méconnu, parfois controversé. On y reviendra tout à l'heure quand Bernard Perret aura parlé. Mais tout ce qui est sourcing des solutions, quel est votre rôle et quel est l'investissement que vous représentez au service de cette filière? Alors il y a 2 points. Le premier, c'est un travail de terrain et un travail de contact, de proximité avec le monde agricole. On est vraiment sur une zone géographique donnée et nos clients, on est clients de père en fils chez les négociants, donc on n'a pas le droit de se tromper. Et on n'est pas en one shot, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur du long terme. Le chef parlait tout à l'heure de valeur et de gagner de l'argent. Mon objectif, c'est que les agriculteurs, mes clients, gagnent de l'argent, parce qu'un client qui gagne de l'argent, c'est un client qui sera encore là demain. Donc il est pas question de saigner les clients, bien au contraire, il est plutôt là pour les accompagner et leur proposer un maximum de choses. Après, sur le sourcing, on a un gros travail avec nos différents partenaires fournisseurs, que ce soit au niveau de la protection des plantes, que ce soit au niveau de la recherche variétale, que ce soit au niveau des OAD, que ce soit au niveau de la fertilisation. Vous êtes aussi regroupé avec d'autres négociants dans un regroupement qu'on appelle un groupement économique en amont. Et dans ce groupement, je crois que vous faites des expérimentations. J'ai entendu parler du réseau Étamine, peut-être vous pourriez nous en parler. Déjà pour les grains, et puis peut-être que Bernard Perret pourra en parler pour la vigne. Alors notre rôle, c'est aussi effectivement de faire de l'expérimentation de façon à pouvoir déceler en amont les meilleures solutions, les éprouver directement sur le terrain et de voir concrètement en situation réelle, de voir ce qu'apporte telle ou telle solution. On est toujours dans la recherche de la meilleure solution qui soit d'un point de vue environnemental, sociétal, économique et pas simplement quelque chose qui va être bien parce que ça va être estampillé vert, mais si derrière ça ne fonctionne pas et que c'est pas rentable, ça fait pas de sens. À l'opposé, si c'est hyper rentable mais que ça fait pas de sens au niveau de l'environnement, au niveau sociétal, aujourd'hui on essaiera de trouver d'autres solutions. Encore une fois, l'objectif, c'est d'avoir systématiquement une solution quand on a un problème. C'est aussi un petit peu notre philosophie, que s'il y a un problème, il y a une solution, et si on ne trouve pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà. La seule chose, c'est qu'il faut aussi qu'on soit accompagné et qu'on ait toutes les solutions et qu'on ait un pas de temps législatif qui coïncide et qui soit adapté au pas de temps agricole. Alors, je reviendrai vous poser des questions un peu provocatrices, mais peut-être vous avez des questions, nos hôtes, où je passe directement la parole à Bernard qui va nous parler du vin. Alors forcément, on n'a pas tout à fait, je crois que le négoce n'a pas tout à fait le même métier. Le négoce agricole n'a pas le même métier que sur les céréales, puisque je ne pense pas que vous mettez en marché le vin. Non, pas du tout. Par c'est contre, clair que nous, on est juste à la production.
dans la vigne. Alors dites-nous, parce qu'avec l'accent que vous avez, vous ne devez pas venir du bassin parisien. Merci d'en faire la remarque. Donc, je travaille donc négociant, 4e génération à la tête de l'entreprise familiale. Un fort développement, et donc on est sur un rayon d'action Lyon, Montpellier, Grasse. Donc un grand quart sud-est, et nous sommes aussi présents en Corse, territoire où il y a de la viticulture dynamique. Très bien. Alors racontez-nous ce métier de négoce agricole. Qu'est-ce que vous faites pour la filière? Alors c'est pas entre la fourche et la fourchette, mais entre la fourchette et le verre. Ouais. Donc on repart du verre. On s'arrête quand même aux portes de la cave, puisque nous on s'occupe de la production du raisin. Après j'ai aussi des filiales qui peuvent vendre du matériel de cave, mais ça c'est autre chose. Donc tout à l'heure, quand le chef expliquait qu'est-ce que c'est qu'un bon pain, je me disais il y a vraiment un parallèle avec le vin, parce que le vin, il y a toutes les couleurs, blanc, rosé, rouge. Maintenant, on crée même un vin orange. Le bleu, c'était une arnaque. Il y a plein de cépages. Il y a des vins tranquilles, des vins doux, des vins effervescents. Et tout ça, pour trouver son bonheur, il y a beaucoup de diversité en France et on est très riche de nos vignobles. Et il y a beaucoup de diversité, mais ça rejoint ce que disait le chef. Il faut savoir avec qui on le partage, dans quelles circonstances, le lieu et avec quoi. Surtout, parfois, il y a un accompagnement mes vins qui compte. Donc ça, le bon vin, définition très large ou très, très difficile, mais ce qu'on sait, c'est que d'une manière constante, pour faire un bon vin, il faut un bon raisin. Et un bon raisin, c'est quoi? C'est un raisin qui n'a pas de piqûre d'insectes, c'est un raisin qui n'a pas eu de maladies cryptogamiques, pas de mildiou, pas d'oïdium, pas de botrytis. Le botrytis, il se valorise à Sauternes, il ne se valorise pas ailleurs dans les autres vignobles. C'est très mauvais, c'est très difficile après de faire du bon vin. Donc notre souci, c'est d'accompagner le viticulteur ou le vigneron. Surtout le cycle végétatif. Alors le cycle végétatif du vin, ça va débourrer fin mars, début avril, et ça ira jusqu'au vendange, septembre-octobre. Et pendant toute cette période-là, il faut être souvent dans les vignes. Dans notre groupe, j'ai 100 technico-commerciaux. Il y a encore 3 ans, on les qualifiait de conseillers agronomiques préconisateurs. Mais le conseil et la vente ont été séparés, donc ils ont perdu, c'est un rétropédalage, et ils sont redevenus des technico-commerciaux. Donc j'en ai plus de 100 qui vont dans toutes les cultures. La vigne, c'est la culture majoritaire sur mon territoire, bien entendu. Mais ça fait une visite pratiquement tous les 15 jours. Parfois des visites aussi où on est pendu au téléphone à la disponibilité du client quand il y a eu des orages, quand il y a des précipitations aussi qui peuvent être annoncées, quand il y a eu aussi des catastrophes climatiques. En tout cas, pour aussi matérialiser les choses, il faut savoir que nous, en moyenne, un technico-commercial, il a du mal à suivre plus de 100 clients. S'il veut le faire de manière pointue, c'est beaucoup d'applications, beaucoup de temps. On n'est pas là que pour porter un bon de commande ou faire des ventes. Il ne faut surtout pas nous assimiler qu'à cette mission-là, qu'à ce rôle-là. On est là pour garantir un revenu à nos agriculteurs. Alors dans nos régions en plus, on est pratiquement qu'avec des appellations et on ne cherche pas à multiplier le rendement. De par le cahier des charges d'une appellation en vin, on a des rendements qui sont limités. Par exemple dans les Côtes-du-Rhône et ce que vous dégustez, c'est 50 hectolitres à l'hectare. Ça fait produire grosso modo 7 tonnes de raisin sur un hectare. On y arrive assez facilement, on n'est pas obligé de surfertiliser. Mais par contre, là où j'attirais votre attention dès le début, c'est qu'il faut que ce soit un raisin de qualité. Et là, on est obligé d'aller avec des traitements. Alors, dans ma région, et parce que les conditions climatiques le permettent, j'ai 26% de mes agriculteurs qui sont bio. 26% des vignerons sont bio. Et il faut savoir que même ceux qui sont en agriculture raisonnée utilisent des produits bio et de plus en plus. 66% des quantités de produits phyto que je vends sont des produits homologués en bio. En tout cas, nous, on a décidé, et parce que notre marché, sur notre territoire, c'est plus facile d'y aller, d'aller vers les biosolutions et de manière conséquente. Alors, je vous encourage à rendre visite à Bernard et prévoir une demi-journée, il vous racontera tout. Merci Bernard. Il y a beaucoup à dire. Céline, on va passer la parole à Céline. Céline est agricultrice, elle est responsable professionnelle. Je vais te laisser te présenter, Céline. Toi, comment tu vois ce métier qu'ils ont présenté et les enjeux que tu vois dessus? Ça, c'est une question,
Je ne sais pas si je vais répondre en 30 secondes. Moi, je suis agricultrice dans le Tarn, en région Occitanie. Je produis des grandes cultures, donc essentiellement du blé dur, mais aussi colza, tournesol, sorgho, et de la multiplication de semences en système irrigué. Donc luzerne porte-graines, base de maïs, pois. Et aujourd'hui, je travaille beaucoup avec le négoce à titre personnel sur mon exploitation, un petit peu aussi avec la coopération. Et les enjeux, ils sont énormes. Et les enjeux, c'est vraiment aujourd'hui, il faut arriver à travailler en filière. Parce qu'on a des enjeux qui sont ceux d'emploi sur nos territoires, d'enjeux d'emploi non délocalisables et de valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand nous, les agriculteurs, on va avoir des députés comme vous, puis qu'on vous dit, on a besoin d'accès à des facteurs de production, de les sécuriser, de les consolider, d'avoir accès à l'eau, parce que ça permet de créer des filières à valeur ajoutée, d'avoir accès aux produits de protection des plantes, parce que sans solution, on a du mal à produire. Derrière, ce sont toutes ces filières, ce sont tous ces négoces, ces coopératives qui génèrent de l'emploi et qui vont permettre de valoriser nos grains. Et derrière, tous ces OS, ces négoces sont là pour produire le pain, fournir les meuneries, fournir les amidonneries, fournir des usines et fournir des marchés. Et on a à la fois le marché intérieur et le marché extérieur, puisque l'export valorise aujourd'hui 1 grain sur 2 qu'on produit en France, et puis tous ces marchés intérieurs qui vont générer de l'économie non délocalisable sur notre territoire. Et j'ajoute aussi que le négoce est un maillon essentiel, et les collecteurs, parce que l'agriculture ne produit pas que de l'alimentation. Et aujourd'hui, le message que je veux vous faire passer, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait un maïs à 80 quintaux, à 90, à 100 quintaux, ou un blé à 80, on a le grain, on a la céréale, on a le pain, on a la farine, mais on a aussi l'énergie. On a aussi l'énergie avec des cultures intermédiaires, on a l'énergie qui participe avec le photovoltaïque, on a l'énergie, on a la protéine aussi, et on peut faire des matériaux biosourcés, du plastique à base de maïs encore. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'en sécurisant les facteurs de production et en nous permettant d'être plus productifs, alors c'est quelque chose qui n'est pas intuitif, de dire il faut qu'on arrive à produire plus, mais on n'a pas de conflit d'usage. On peut produire de l'alimentation, on produit du grain, mais on produit aussi de l'énergie, du matériau biosourcé, de l'isolation, et ça c'est aujourd'hui une chance pour la France. Et les céréales et la vigne sont aussi la plante, par le mécanisme naturel de la photosynthèse, on a un atout pour la captation du carbone. Et ça, je veux le dire, aujourd'hui, la céréale, la plante, le maïs, le blé, on arrive à capter du carbone et on arrive à en capter et à en stocker dans les sols 4 à 8 fois plus que ce qu'on en émet pour produire. Et ça, c'est un atout. Et aujourd'hui, on a besoin que toute cette filière des céréales qui s'engage avec nous, les producteurs, qui sommes le premier maillon, mais derrière jusqu'à la grande distribution, en passant par les collecteurs, par les négoces, par les transformateurs, on a besoin qu'on nous fasse confiance, qu'on nous laisse accéder à des moyens de production. Et on a besoin d'argent aussi, je vous le dis, on parlait de France Relance. Quand on voit la problématique des silos, où on a aujourd'hui des problématiques d'allottement, de s'adapter à des marchés, de conquérir à la fois ou de garder des clients sur les marchés export et sur les marchés intérieurs, de générer de l'économie circulaire, on a besoin aussi d'appui en termes d'investissement et de confiance, je le répète, pour pouvoir nous laisser accéder à des moyens de production. Merci Céline. Alors je vais être un peu provocateur là. Vous avez des vendeurs de phytosanitaires. Et donc, et vous avez entendu que Émilien était dans une logique d'éthique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà, messieurs, sur cette partie? Et puis après, il y aura une autre question, un peu provocatrice, qui sera sur un élément qui occupe beaucoup, je crois, cette filière. Donc en matière d'éthique, sur ce rôle, Bernard en a parlé tout à l'heure en disant qu'il avait une partie de biosolutions qui était très en développement. Et quelle est votre vision, vous, monsieur Pissier, là-dessus? Alors l'éthique déjà, c'est la culture de la solution. C'est-à-dire qu'on a toujours un objectif de produire par rapport à des attentes. Les consommateurs, on n'a pas un consommateur, on a une multitude d'attentes différentes. Donc il faut être capable de répondre à cette diversité. Et on n'a pas une réponse à ces diversités, on va avoir forcément énormément de réponses. Et les réponses, on les a là avec les solutions qu'on a dans notre besace. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, la solution pour la santé des plantes, c'était les produits phytosanitaires. Aujourd'hui, les produits phytosanitaires sont une des solutions parmi tant d'autres, grâce à la recherche, grâce au développement des firmes aussi, et ce qui fait qu'on va chercher la meilleure solution. Et aujourd'hui, l'éthique d'un négoce, c'est que cette solution phytosanitaire, c'est la dernière solution qu'on utilisera si on n'en a pas trouvé d'autres avant. On va essayer de trouver une solution de biocontrôle. Est-ce qu'il y a une solution mécanique? Est-ce qu'il y a besoin d'abord de répondre à cette problématique ou pas? C'est-à-dire, c'est le niveau de seuil d'intervention. Il y a besoin ou il n'y a pas besoin d'intervenir. Et si on n'a pas d'autre solution qui soit à la fois efficace, rentable, et bien dans ce cas-là, il y aura effectivement la solution des produits phyto. Alors, effectivement, pardon.
au niveau éthique, après, il y a un autre élément que je souhaite aborder, c'est que c'est aussi l'évolution des attentes des consommateurs. Sur les dernières années, il y a eu un gros boom sur les attentes en bio, et après, il y a eu une attente sur « je veux du sang conservateur, du sang, etc. etc. » Aujourd'hui, on va dire « je voudrais du avec quelque chose en plus ». Et je pense que demain, ce qu'on voudra d'abord, c'est du sens. Et je pense que le sens, on va arriver à l'avoir en créant de la valeur, en partageant de la valeur, et en respectant l'environnement et en répondant aussi aux attentes de tous les consommateurs, sans opposer une agriculture à une autre. Très bien. Bernard Perret, rapidement sur ce thème, parce qu'il y a une question derrière d'un producteur. Rapidement sur ce thème, c'est que, comme on l'a dit, les biosolutions ne sont pas 100% efficaces et souvent l'intérêt c'est de les faire associer avec un produit conventionnel en faisant baisser la dose du conventionnel. Et là, depuis qu'on n'a plus le droit de conseiller les produits historiques, phyto, on se trouve dans une situation très inconfortable avec l'agriculteur. Quelque part, il faut résoudre ça parce que les biosolutions se développeront qu'à travers des solutions mixtes et puis on fera du conventionnel pur qu'en dernier recours quand on sait qu'on n'a pas d'autre solution pour ça. Voilà, c'est juste ce que j'ai à rajouter. Très bien, il y a une question de Johan Barbe qui est agriculteur. Bonjour à tous, donc Johan Barbe, producteur de lait en polyculture élevage sur le département des Vosges. Et je vous entends tous nous parler du conseil. Et effectivement, je pense que c'est hyper important sur nos exploitations. On a besoin pour piloter nos exploitations au mieux d'un bon conseil et pouvoir maîtriser nos intrants. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la séparation de la vente et du conseil est pour nous une aberration, puisque le conseil, c'est le plus important. Et beaucoup d'acteurs, notamment dans le négoce, mais ailleurs, sont partis plutôt sur la vente que le conseil. Comment on va pouvoir faire sur nos exploitations pour allier les deux, sans que ça soit une charge supplémentaire, et surtout que ça soit un outil qui reste abordable pour les agriculteurs. Donc ça, c'est une vraie question que nous, on se pose, aussi bien dans la partie élevage que dans la partie céréales. Moi qui fais de la céréale, aujourd'hui je ne suis pas forcément céréalier puisque je suis plutôt producteur de lait. L'aide à la décision sur mon exploitation, c'est le plus important. Très bien, merci pour cette question. Je crois que monsieur le député voulait répondre. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Oui, j'ai bien entendu depuis le début ces problématiques autour du conseil et de la vente. Effectivement, ça a été voté dans la loi Egalim 1, le fait qu'on dissociait le conseil et la vente. Donc j'étais rapporteur de cette loi. J'entends bien les problématiques et j'entends d'autant plus que j'ai fait... on a rédigé un rapport la semaine dernière sur le bilan d'Egalim 1 et que c'est revenu effectivement relativement fréquemment lors des auditions. L'idée d'une séparation des conseils et de la vente, c'est pas qu'il n'y ait plus de conseils, c'est qu'il y ait un conseil différent. C'est qu'il y ait d'abord un conseil pluriannuel qui se fait indépendamment de celui qui vend les produits. Mais, et là je me souviens très bien de la façon dont c'était rédigé dans le texte de loi, on devait conserver un conseil d'usage, d'utilisation au moment de la vente du produit quand même. Donc je sais qu'au niveau de la rédaction des décrets, il y a quelques soucis et effectivement ça interdit tout conseil simultané à la vente. Mais l'idée c'était pas du tout qu'il n'y ait plus du tout de conseil, c'était un conseil d'usage au moment de la délivrance pour les doses, des choses assez génériques, les choses à prendre et autres. Et d'avoir un vrai conseil pluriannuel pour essayer d'aller vers une transition agroécologique, de limiter les utilisations de produits phytosanitaires, de se projeter dans le temps. Mais on sait très bien qu'un conseil pluriannuel, suivant le climat, suivant le temps qu'il fait et autres, peut être ajusté à tout moment en fonction des conditions pédoclimatiques. Donc l'idée, c'était pas de supprimer totalement le conseil. Après, j'entends que dans les décrets d'application, c'est pas tout à fait ça qui a été fait. Et j'ai déjà saisi les services du ministère de l'Agriculture et Julien de Normandie lui-même pour voir comment on pouvait modérer. Le but, c'était pas de faire une usine à gaz, effectivement, qui aboutirait au contraire de ce qu'on souhaitait au départ, à savoir la diminution des produits phytosanitaires, en n'obérant pas, je le répète, les rendements, et parce que ça aussi, d'un autre côté, il faut laisser le temps, il faut laisser le pas de temps. C'est pour ça qu'on s'est opposé à l'inscription de l'interdiction de certaines molécules dans la loi, pour laisser le pas de temps justement nécessaire à la science, pour trouver des alternatives sans avoir des chutes de rendement conséquentes. Merci. Un commentaire par rapport à cette séparation qui a été votée. Premièrement, effectivement, l'ensemble des négoces a choisi la vente parce qu'on nous a imposé de choisir. Et que, en fait, moi j'ai toujours dit, entre conseiller et vendre, j'ai choisi les deux. Et je le revendique encore aujourd'hui.
indépendamment de la loi qui est passée, parce que notre mission reste la mission d'accompagnement de l'agriculteur. Parce que comment est-ce que je fais pour garantir à mon industriel qu'on respecte les cahiers des charges si je n'accompagne pas l'agriculteur au quotidien? Je raconte des sornettes et on n'avance pas. Donc la volonté du négoce d'accompagner les agriculteurs, elle est toujours là et on continue à le faire. Après, il a fallu choisir dans un temps qui était très contraint, et le plus simple aussi d'un point de vue aussi économique, parce qu'on a des boutiques à faire tourner, c'est de dire je choisis la vente parce que les produits phyto, la séparation conseil-vente, c'était que sur les produits phyto. Les produits phyto font partie des solutions qu'on peut proposer, ce ne sont pas la seule. Et dans mon panel de solutions, il faut forcément que je propose les produits phyto, parce que quand j'ai pas d'autres solutions, c'est forcément cette solution-là qu'on choisit. Mais clairement, on continue à accompagner les agriculteurs, on conserve le conseil au moment de l'utilisation. Je suis ravi d'entendre que ça peut s'élargir avec le conseil en tour de plaine, le conseil au quotidien, parce que il faut que je commence par vendre et après je fais le conseil, on est complètement à l'opposé de ce qu'il faut faire. Mais si j'ai effectivement d'un côté le conseil pluriannuel et de l'autre côté le conseil terrain, moi ça me va bien. Très bien, je crois que... Allez-y. Voilà. Donc du coup, bonjour à tous. Moi je voulais rebondir un petit peu sur cette nouvelle séparation de la vente et du conseil. Nous sommes engagés avec une chambre d'agriculture, le Loiret, en GDA, donc on a déjà un conseil indépendant, on a déjà toute cette activité qui est en place. On est sur mon secteur une centaine avec un technicien. Et là on se retrouve encore à refaire une nouvelle fois, un conseil triannuel en plus sur l'exploitation pour justifier notre utilisation de phyto. Je trouve que c'est encore une nouvelle charge d'activité en plus sur l'exploitation, une nouvelle audit, en plus de la partie nitrate, en plus de la partie... c'est-à-dire que c'est encore, on va dire en gros, de la paperasse qui commence à être très lourd sur l'exploitation. Ouais, je crois que Samuel voulait intervenir aussi, Samuel Vandel, président d'IGA. Non, mais ça va aller dans le sens qu'Antoine disait à l'instant. Je pense en tant qu'agriculteur, déjà prendre la parole en tant qu'agriculteur, en fait, moi aujourd'hui, j'ai choisi sur mon exploitation d'avoir l'ensemble de mes cultures contractualisées. C'était pour moi un vrai objectif de pouvoir avoir une sécurité et de pérenniser mon exploitation aussi économique et donc et d'amener un certain nombre de garanties. Et puis ça faisait sens aussi pour moi d'avoir des cultures contractualisées où je savais exactement à quoi elles allaient servir, elles allaient où. C'est vrai que ces cultures aujourd'hui ont un cahier des charges, tu le disais Antoine tout à l'heure, de se dire quel produit j'ai le droit d'utiliser, quelle technique je le fais, et tout ça est toujours fait en cohérence avec le technicien, c'est toujours fait en cohérence avec l'ensemble des bases de produits disponibles dans notre outil. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on se dit comment va se passer la traçabilité autour de l'ensemble de ces filières entre l'agriculteur, le négoce, le technicien et puis bien sûr l'industriel qui est à la base de ce contrat-là. Donc c'est vrai que c'est un peu perturbant. Alors que je pense qu'on aurait pu réussir cette transition-là en allant sur peut-être pas un seul monoconseil, en exigeant aussi un conseil extérieur. Mais c'est vrai que moi déjà, je suis dans un CETA, comme toi Brice, je suis dans un GEDA. Alors j'ai pas forcément tout le temps d'y aller, mais c'est vrai que ça permet une certaine ouverture d'esprit. Il faut aussi reconnaître qu'on a peut-être besoin d'ouvrir justement un maximum d'agriculteurs ce conseil-là une fois par an, 2 fois par an, pour éviter de rester dans le carcan du technicien et peut-être s'ouvrir à d'autres techniques. Mais là, typiquement, ça met quand même à mal un certain nombre de filières et de contrats que les agriculteurs signent. Et des obligations. Et c'est dommage parce que ça va surtout pénaliser les agriculteurs qui étaient proactifs et qui étaient rentrés dans un système de contractualisation. Et ça, je le regrette. Bonjour à tous, Anne-Laure Marteau. Je suis agricultrice en Normandie, en grande culture. J'ai 2 exploitations, une en bio et une en conventionnel.
Donc c'est intéressant de mener les deux systèmes parallèlement. J'essaye d'appliquer le bio un peu sur le conventionnel, mais c'est compliqué. Ce que je voudrais dire par rapport à cette séparation du conseil et de la vente, c'est qu'effectivement, je pense qu'on a, nous agriculteurs, une marge de progrès à faire. C'est aussi pour ça que le contrat de solution a été mis en place, pour qu'on puisse faire cette marge de progrès. Et le problème, c'est que ça nous fait encore un truc de plus à payer. Il va encore falloir payer le conseil, le CSP, tout comme la PAC aujourd'hui qui se complexifie toujours davantage, et on va cette année, enfin nous en tous les cas sur des régions comme les nôtres, ça va être compliqué de faire nos déclarations PAC, il va falloir prendre l'appui de la Chambre d'agriculture, donc encore payer, et finalement on fragilise encore plus nos métiers d'agriculteurs. Je pense que vous avez dit, monsieur, vous avez parlé de l'IFT, et je pense qu'on obligerait les négociants, les COP, aussi les chambres d'agriculture. Moi je suis adhérente de GDA, donc GDA c'est groupement de développement agricole. Donc c'est des groupes qui sont faits par les chambres d'agriculture et on nous apporte un conseil qui est totalement indépendant et impartial. Et on nous noterait l'IFT à chaque fois qu'on nous conseille un produit. Nous, ça nous permettrait aussi de nous dire, tiens, effectivement, je vais mettre cet insecticide, ça fait 1 d'IFT, ça fait beaucoup. Alors l'IFT, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est l'indice de fréquence des traitements. Et ce serait un petit critère tout simple qui ne coûterait rien finalement et puis qui permettrait d'alerter les gens et de suivre ça. Mais il faut qu'on communique entre nous parce qu'il y a déjà des organisations où en fait ça se fait. Et entre autres sur les parties de culture sous contrat et puis par rapport à ce que vous disiez sur la partie HVE, aujourd'hui, un agriculteur quand l'hiver il fait sa morte saison, ce qu'on appelle la morte saison, c'est son programme prévisionnel d'utilisation qu'on pourrait imaginer. Bien sûr, en face, quand on peut dire le sourcing. Oui. Derrière, ceux qui sont en HVE encore plus, mais toutes les cultures sous contrat, bien sûr, on raisonne, pour ma part, je raisonne en IFT en face. Et justement, c'est aussi là qu'on essaye de voir pour faire en sorte d'avoir le minimum d'impact. Parce que des fois, en associant plusieurs produits, ce que vous disiez tout à l'heure sur le biocontrôle, on arrive aussi à énormément faire diminuer les choses. Alors bien sûr, ça reste qu'un programme prévisionnel. Il faut l'adapter au fur et à mesure. De la saison, suivant les attaques ou pas, ou autre. Et puis par rapport au biocontrôle, il y a des années où ça marche à 100%, on peut se passer d'un fongicide sur le premier, sur le deuxième, c'était mon cas l'an dernier. J'ai pas fait de fongicide sur mes blés parce que ça a super bien marché, le biocontrôle au bon moment, au bon endroit, mais derrière j'avais quand même un programme prévisionnel au cas où ça ne marchait pas pour sauver mes cultures et faire en sorte que mes cultures soient aussi saines, parce que c'est aussi ça l'enjeu, c'est d'avoir une alimentation saine et de qualité à destination de nos consommateurs, et on ne traite pas par plaisir, mais c'est aussi pour avoir une sécurité alimentaire forte. Antoine Pitié. Un complément sur les IFT, sur l'évolution des pratiques. Il y a une autre action que les négociants font au quotidien, c'est l'animation des groupes 30 000. Les groupes 30 000 sont des groupes dans le cadre de la démarche éco-phyto pour baisser les usages et les impacts des produits phyto. Donc on accompagne au quotidien des groupes d'agriculteurs sur des thématiques précises. Personnellement, moi j'en ai 3, j'en ai un sur le colza, un sur le blé dur, avec l'ambition de faire une filière sans résidus de pesticides du début jusqu'à la fin, et une autre après sur l'agriculture de conservation, et de voir dans quelle mesure on peut ou non se passer de glyphosate par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est le travail de progrès sur le terrain, en groupe, de façon à voir si ça fonctionne ou pas, si ça marche une année ou pas. Et je refais juste un détour vers la séparation conseil-vente. Depuis que j'ai choisi la vente, je n'ai plus le droit de demander l'animation de nouveaux groupes 30 000. J'ai saisi l'opportunité juste avant, c'est-à-dire en novembre, 2 mois avant d'avoir dit j'ai choisi la vente. Et depuis, si je veux reprendre d'autres groupes 30 000, je ne peux pas. Si je veux pouvoir accompagner les agriculteurs dans la démarche HVE, aujourd'hui, je ne peux pas. Et c'est quand même dommage parce qu'on va à contre-courant par rapport à l'objectif commun qu'on a tous, agriculteurs, négociants, c'est de produire plus sain, plus durable et avec un objectif aussi de pérennité de nos entreprises, quelles qu'elles soient, que ce soit encore une fois les agriculteurs, les entreprises de négoce et les industriels. Françoise Ballet. Merci beaucoup.
Je vous remercie déjà pour ces échanges parce que je ne suis pas une spécialiste de l'agriculture et il y a des plus grands spécialistes que moi ici autour de cette table, mais en tout cas très intéressant. Moi, dans ma vie précédente, qui est pas si loin, j'étais chef d'entreprise et effectivement décorréler le conseil de la vente, ça me paraît complexe. Moi, je suis plus spécialiste de défense, mais voilà, aujourd'hui, j'avais une petite pensée quand même oui, mais c'est quand même quelque chose qui devient de plus en plus proche avec l'actualité et une petite pensée aujourd'hui pour le peuple ukrainien et qui va impacter l'agriculture. On en parlait tout à l'heure, qui risque d'impacter l'agriculture dans les semaines à venir et impacter l'économie française. Alors moi, je voudrais déjà remercier les chefs pour l'excellent déjeuner qu'on a eu aujourd'hui et l'excellent vin qu'on a eu également. Je vous ai tous écoutés et je me rappelle un petit peu ce que l'on a fait lors de la loi Egalim et avec mon collègue Jean-Baptiste Moreau, on a le même objectif. On a exactement le même objectif, c'est la réduction de produits phyto lorsque ce n'est pas nécessaire. Et c'est l'objectif aujourd'hui du consommateur également. Maintenant, la réalité, on a eu effectivement quelques points d'achoppement puisque moi j'avais demandé à ce qu'on supprime l'article 15 qui à l'époque permettait de séparer la vente et les conseils. Et donc on a eu, à un moment donné, effectivement cette réflexion. Et cette réflexion, elle était nécessaire. L'objectif est le même, le moyen de l'atteindre est peut-être légèrement différent. Alors effectivement, je suis élu dans l'Aube avec le groupe Soufflet sur mon territoire. Et quand je me déplace et que je vais voir directement, quand j'allais voir chez eux ce qui se passait, et je voyais plus d'une centaine de zones pilotes dans lesquelles, avant de donner un conseil, on testait, on essayait. Et avant de vendre, on regardait exactement ce qu'on faisait. Et donc la réalité, c'est qu'effectivement, il y a peut-être certaines entreprises, certains acteurs qui n'ont pas su respecter les règles du jeu et qui ont emmené l'intégralité des acteurs vers cette décision-là. Et comme l'a dit Jean-Baptiste Moreau à juste titre, et je le rejoins encore parfaitement, il a raison, on doit retravailler les sujets pour la rédaction des décrets, réanalyser, parce que même si l'idée principale, l'idée première était bonne, se dire celui qui conseille trop, c'est pour vendre. La réalité est parfois un petit peu différente et on doit retravailler le sujet. Et c'est exactement ce qu'on fait, en tout cas avec cette majorité. Très bien. Une autre intervention, monsieur Moreau ? Non, juste pour compléter ce que disait Grégory, notre mission c'est de voter la loi et c'est de vérifier comment elle est appliquée après. Et souvent, on a quelques surprises entre ce qui est écrit dans la loi et la façon dont c'est appliqué sur le terrain. Et là, c'est un peu l'exemple type où de bonnes intentions, parfois, peuvent conduire à des incohérences. Effectivement, le fait que vous ne puissiez pas suivre les groupes pilotes, le fait que vous ne puissiez pas conseiller sur du HVE, c'est totalement antagoniste avec l'esprit de la loi. Donc là-dessus, il faut clarifier un certain nombre de choses. Très bien. Je crois que je vais laisser, à moins qu'il y ait une autre intervention, le mot de la fin au président Pissier. Pour conclure cette table d'hôtes, parce que je crois qu'il faut qu'on libère la place. C'est le contrat qu'on passe avec nos amis d'Agri-Demain, qu'on peut féliciter et remercier pour et leur accueil et l'organisation. Et le chef, Émilien, c'est pour toi. Donc Antoine Pissier, je crois que vous avez fait cet effort de transparence aujourd'hui et c'est pas si fréquent que ça de venir à ce contact aussi fort. Et je crois que vous avez aussi des choses à dire aux élus sur l'anticipation des lois, des textes et l'engagement que vous êtes capable de prendre dans les préparations lorsque vous avez des choses à dire. Tout d'abord, merci au chef pour l'excellent repas qu'il nous a concocté avec son équipe. Merci beaucoup, c'était très bon. On a aussi apprécié les vins qui viennent de chez Bernard. Merci aussi. Après, effectivement, c'est une première pour nous. On n'a pas l'habitude d'être sur le devant de la scène ou d'être en relation directe avec l'agriculteur. Comme je disais tout à l'heure, on est un petit peu l'économie de l'ombre. C'est un peu les soldats de la deuxième ligne pour faire écho au début de la crise sanitaire. On n'est pas visible, mais pour autant, on fait un travail primordial qui est cet accompagnement. Je ne vais pas parler d'un sujet ou d'un autre, mais on est vraiment sur l'accompagnement de l'agriculteur qui est la clé de voûte de toute la filière agricole. Si on n'a pas d'agriculteur demain, on n'a plus rien. Donc le premier des objectifs, c'est que l'agriculteur s'en sorte. Je vous entendais tout à l'heure sur Public Sénat parler de création de valeur, qu'on n'oublie pas cet agriculteur. C'est notre mission première, encore une fois. On a tous des entreprises à gérer, bien évidemment, mais il faut après qu'on puisse respecter la loi, mais qu'on puisse aussi vivre de notre travail avec cet objectif de création de valeur et de répondre à la diversité des consommateurs. Ça, c'est une évidence. Après, le dernier mot pour les trois élus qui nous ont fait le plaisir
d'être avec nous et je vous remercie très sincèrement. Ce que l'on souhaite vraiment, c'est d'être associé en amont des discussions et pas une fois que le projet de loi il arrive dans notre mail. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors, on vous a entendu, on vous a écouté, mais on passe à la suite parce que on ne change pas notre idée ou notre vision, mais qu'on soit vraiment associé au quotidien. Je pense qu'on est légitime pour parler de notre métier. Je suis totalement illégitime pour parler de santé, mais si on parle d'accompagnement d'agriculture, de répondre aux attentes des consommateurs, là, on est totalement légitime. Donc j'attends vraiment qu'on soit impliqué en amont des décisions, déjà dans les réflexions, de façon à pouvoir construire ensemble une loi qui soit applicable et sur laquelle on n'ait pas à se dire « Ah ben zut, si on y avait pensé, on aurait fait autrement ». Et je crois que pour des gens de l'ombre, la présence des agriculteurs et leur prise de parole a montré la logique de filière. Très bien. Merci de ce moment, merci de cet échange et très bonne suite du salon à tous et merci beaucoup encore.